Monsieur Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie d'avoir accepté de venir rencontrer cette mission d'information sur l'application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques. Et je reconnais qu'effectivement, c'est une procédure assez inédite que pour ma part j'apprécie et qui me paraît de nature à crédibiliser notre démarche. Nous ne nous contentons pas seulement de voter la loi, mais également de suivre son application en liaison avec les services du gouvernement et les ministres eux-mêmes. Ça me paraît être très intéressant. Je dois vous dire cependant que vous avez été très désiré tout au long de l'examen de ce texte et que je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, même si la loi est désormais votée et qu'elle entre en pleine application. Mais mieux vaut tard que jamais, je souhaite profiter de votre présence pour obtenir quelques éclaircissements sur la mise en application, notamment du chapitre 3, concernant les conditions d'exercice des professions réglementées et principalement de la profession de notaire. Des questions, tout d'abord, en ce qui concerne le tarif. À ce jour, Madame la Ministre, nous ne savons pas encore très bien quelles seront les répercussions de ce nouveau tarif dans les études notariales, car les grilles ne sont pas encore établies. Nous notons cependant une énorme complexité sur la prise en compte des coûts pertinents et d'une rémunération raisonnable. Pour vous, Madame la Ministre, qu'est-ce qu'un coût pertinent? Que doit-on prendre en compte dans ce coût pertinent? Qu'est-ce qu'une rémunération raisonnable? Par exemple, doit-on prendre en compte les frais de fonctionnement de l'étude, auquel cas nous savons tous qu'ils seront très différents selon qu'il s'agit d'une étude située dans un secteur rural ou dans un secteur plus urbain comme la région parisienne par exemple. Sur le plafonnement des émoluments à 10% du prix, ma question rejoint celle de Monsieur le rapporteur général, ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, que cette disposition risque de rendre difficile la signature de ce qu'on appelle les petits actes? Le travail pour la vente d'une parcelle agricole dans nos circonscriptions rurales est aussi important que pour la vente d'un appartement très coûteux à Paris. Il ne faudrait pas qu'une telle disposition dissuade les notaires de faire de tous ces petits actes ce qui serait dans nos circonscriptions très très préjudiciable au développement du milieu agricole notamment. Pour ce qui concerne l'installation des notaires, le projet de décret introduit un terme nouveau que j'ai un peu découvert dans le projet de décret, qui ne figure pas d'ailleurs dans le texte de loi. Il s'agit du terme horodatage. J'ai regardé dans le dictionnaire la définition et il est dit l'horodatage est un mécanisme qui consiste à associer une date et une heure à un événement, une information ou une donnée informatique. En clair, si je comprends bien le projet de décret, premier arrivé, premier servi, si j'ai bien compris. En d'autres termes, le premier notaire à postuler pour s'installer sera celui qui obtiendra l'office. Pensez-vous, Madame la Ministre, que cette méthode est la meilleure solution alors qu'un office, c'est aussi une entreprise qui devra prospérer et assurer un service public à long terme? J'aurais aimé avoir votre avis sur ce point. Pour ce qui concerne la procédure de nomination des notaires, l'article 53 fixe l'âge limite d'exercice de la profession à 70 ans au 1er août 2017 avec une disposition qui stipule dans l'article 53 qu'ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment pour une durée qui ne peut excéder 12 mois. Cette disposition risque d'engendrer un grand nombre de départs à la retraite au 1er août 2017, date d'application de la disposition, et le nombre de départs est estimé à peu près à 320 notaires d'après les chiffres qui m'ont été communiqués. C'est pourquoi, Madame la Ministre, j'aurais souhaité savoir si vous vous sentez en capacité de nommer autant de remplaçants d'ici cette date du 1er août. Surtout que cette disposition met un peu au pied du mur les notaires qui ont 69 ou 70 ans et qui n'ont que très peu de temps pour mener à bien la cession de leur étude, même si M. Macron m'a répondu à cette question lors d'une précédente audition que le 1er août 2017, c'était déjà très large. Il aurait été cependant plus judicieux, à mon avis, de prévoir une période transitoire plus longue, connaissant la durée de traitement d'un dossier de cession par la chancellerie. Vos moyens n'ont pas été augmentés, Madame la Ministre. Comment parviendrez-vous à faire face à cette situation ?
Toujours sur la procédure de nomination des notaires, le texte prévoit que votre ministère et l'administration de la justice un mode opératoire radicalement différent selon qu'il s'agit d'un office individuel ou d'un office en société. Pouvez-vous nous expliquer ce qui justifie une telle distorsion dans le traitement qui aurait pu, à mon avis, être identique pour tous ? Beaucoup de clercs habilités se sont inquiétés auprès de nous. Ils pourront, pour certains, devenir notaires s'ils en font le choix. Et nous pouvons considérer que c'est une chance pour eux. Mais un certain nombre ne le souhaitent pas. Que deviendront-ils une fois que la fonction de clerc habilité sera supprimée ? Enfin, Madame la Ministre, la loi telle qu'elle a été adoptée prévoit l'établissement de cartes définissant les zones carencées et les zones contrôlées. Pouvez-vous nous dire comment seront établies ces cartes, qui participera à leur établissement et selon quels critères? J'aurai une question très rapide sur la profession d'avocat pour laquelle nous venons de rencontrer le Conseil national. Auparavant, les textes prévoyaient des honoraires de postulation fixés en fonction d'un tarif. La loi Macron supprime ce tarif à partir du 8 août 2016. Qu'en sera-t-il pour les affaires en cours dont le tarif a été fixé avant cette date du 8 août, voire même avant la promulgation de la loi? Voilà, Madame la Ministre, je m'excuse d'avoir sans doute été un peu long, mais j'aurais eu de nombreuses questions à vous poser, aussi sur les prud'hommes, sur les tribunaux de commerce. Je ne doute pas que notre collègue va le faire d'ici quelques instants. Merci, chers collègues. À vous tous, et c'est toujours beaucoup plus dangereux d'avoir une assemblée plus restreinte qu'une assemblée nombreuse. J'essaierai de répondre à vos questions. Monsieur le député Hurton, je suis très sensible à votre nostalgie, j'allais presque dire à votre mélancolie. Pardon, concernant ma participation au débat. Je vais rappeler simplement qu'il y a un certain nombre de règles. J'ai été avec vous pour la discussion générale parce qu'il était important que je rappelle le cadre dans lequel toutes les questions relevant du ministère de la Justice avaient été pensées, conçues et traitées dans ce texte de loi. J'ai tenu à rappeler les principes sur lesquels reposaient les dispositions que nous avions souhaitées et la qualité d'ailleurs du travail qui avait déjà commencé en amont avec des parlementaires. Par la suite, c'est l'arbitrage du gouvernement et ça n'est pas un précédent parce qu'il est courant que lorsqu'un texte de loi est transversal et porté par un ministre, le ministre assure la présentation de ce texte sur les bancs. En tout état de cause, vous saviez que la chancellerie était ouverte et je crois que j'espère en tout cas qu'aussi bien le cabinet que l'administration se sont montrés disponibles pour répondre à vos questions. Un exemple, lorsque vous interrogez par exemple sur les coûts pertinents et la rémunération raisonnable. Bon, le coût pertinent est un concept économique qui est défini et qui permet de préciser les éléments à partir desquels on va établir la modélisation pour la fixation du tarif, en l'occurrence pour ce qui nous concerne. Le coût raisonnable aussi. Ce que vous aviez prévu dans les discussions, pas dans l'écriture de la loi, me semble-t-il, c'était effectivement une prise en compte des différents schémas, des différents types d'unités économiques, d'office. Nous, ce que nous avons retenu, ce qui a été retenu en tout cas, c'est de prendre en considération, comment ça s'appelle exactement, donc l'office là, la structure unipersonnelle. Parce que c'est la moins organisée, c'est la moins structurée, c'est celle qui a le moins de capacité à optimiser ses charges. Donc c'est celle qui présente objectivement le plus de difficultés et de risques. Donc le fait de prendre cette structure-là comme référence a semblé permettre de couvrir les risques et donc de définir un coût pertinent et une rémunération raisonnable qui soit le mieux amorti possible. Voilà. Alors ça c'est encore, voilà, si vous avez des observations à faire sur ça, mais en tout cas ce choix il a été fait justement pour éviter que l'on retienne un niveau de coût pertinent et de rémunération raisonnable qui soit
au-delà de ce que des structures moins organisées que les structures déjà bien rodées et de taille moyenne pourraient avoir. Donc, voilà, me semble-t-il, comment s'applique le respect de l'intention du législateur. Attentif à cela. Sur la question des tarifs, alors d'une certaine façon j'ai répondu avec le coût pertinent et la rémunération raisonnable, donc effectivement ça n'est pas le tarif à l'acte, voilà, mais voilà, donc avec ces 10 et 40%. Sur l'eurodatage et le premier servi, j'en ai été choquée moi aussi, hein, parce que mon premier réflexe a été de dire, mais enfin bon, c'est une drôle de récompense ça, et en disant non seulement que c'est une drôle de récompense, mais qu'en plus ça pose quand même le sujet de la diffusion de l'information. Parce que du coup, le pouvoir se déplace. C'est premier arrivé, premier servi, ça va être premier informé. Alors, ce qui m'a été indiqué, c'est que le système d'information est parfaitement équitable et que pour éviter ce système, que je trouve quand même simpliste, vraiment, hein, de premier arrivé, premier servi, pour l'éviter, il faudrait introduire des critères. Alors, j'ai regardé les catégories de conditions que vous aviez, vous, établies. C'est l'honorabilité, c'est l'assurance et l'aptitude professionnelle. Oui, il y a les conditions. Mais justement, dans la mesure où, au niveau du décret, on ne peut pas changer l'intention du législateur. Si on veut sortir de premier arrivé, premier servi, il faut voir comment, dans les conditions définies par le législateur, on peut inclure des critères qui vont permettre d'éviter le premier arrivé, premier servi. Donc j'ai demandé qu'on y travaille. Ce qui m'a été indiqué, c'est que parmi les critères, il y aurait des choses très lourdes, en fait. Ce serait un concours. Donc ça fait le contraire de ce que veut le législateur. Sinon, c'était... Les tirages au sort, c'est pas plus intelligent, à mon avis. Donc voilà, il faut peut-être qu'on approfondisse ça un peu. Moi, en tant qu'ancienne parlementaire, je fais très attention à ce qu'on ne déroute pas l'intention du législateur. Et c'est pour ça que j'ai demandé, on ne met pas des critères en plus, mais on reprend les conditions établies par le législateur, et dans ces conditions, on voit ce qu'on peut glisser comme critères supplémentaires. Donc si vous en êtes d'accord, on va continuer à travailler ces points-là pour voir comment on sort de ce qui me paraît effectivement un peu mécanique du premier arrivé, premier servi. La carte concernant les zones, je présume. Voilà. Concernant les zones, c'est à partir de la loi, elle entre en application, ces dispositions-là, le 1er février. Oui. Et c'est à partir de là que l'autorité pourra faire des propositions sur les zones en besoin ou en déficit, me semble-t-il. C'est ça, voilà. Donc, normalement, on devrait, alors ça nous fait un échéancier comment, dorénavant? D'ailleurs, prendre des observations. Oui. Mais est-ce qu'elle a élaboré? Oui. Le recueil des informations, on le sait déjà. Donc, elle va faire ses recommandations. Qui peut lui demander d'être précise dans un échéancier? C'est nous ou ce sont les parlementaires? En tout cas, nous l'avons demain. Bon, vous leur demandez. La question est de savoir qui peut avoir l'autorité pour obtenir un échéancier. Donc, si il faut juste vérifier, parce qu'effectivement, ce n'est pas un organisme sous notre tutelle, donc on n'a pas forcément autorité pour leur dire, je voudrais, parce que ça m'arrive de dire, je voudrais dans 48 heures tels éléments et les plus précis possibles. Bon, oui. Je le fais avec ceux qui sont placés sous ma tutelle. Donc là, en l'occurrence, je pense que vous, en qualité de parlementaire rapporteur du texte et qui vous êtes donné cette mission de contrôle de l'application, vous pourriez demander un échéancier. Oui, parce que je peux